Merci, Carol. Tom a déjà parlé de notre prochain conférencier. Il s'agit de M. Peter Liu, qui est directeur de l'Institut cardiaque de Ottawa, qui va nous parler du programme S'échange et les harmoniser des lignes directrices pour maximiser les résultats. Merci beaucoup, Terry. Bonjour, mesdames et messieurs. Je sais que nous parlons du système de santé et nous, notre projet s'appelle le projet S'échange. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a nombreuses lignes directrices, mais notre processus d'implantation est plein d'obstacles et les lignes directrices elles-mêmes deviennent des obstacles parfois. Alors, comment améliorer l'impact de ces lignes directrices en éliminant certaines peut-être? Je vais vous donner un exemple, c'est celui-ci, mais en fait, c'est vraiment un point de départ pour lancer la discussion. Nous savons qu'au Canada, les personnes qui ont de plus de 55 ans, comme cette femme qui a une histoire des antécédents familiaux, de mort cardiaque et plus de 50% des personnes de 55 ans ou plus ont 3 facteurs ou plus de risques pour les maladies cardiaques, y compris l'insuffisance ou l'AVC ou ainsi de suite. Mais je suis heureux de voir que la plupart des gens ici sont exclus de cela. Mais si vous avez des facteurs de risque, vous avez probablement il y a une synergie de risque. Il y a peu de gens qui n'ont qu'un facteur de risque et le cas échéant, l'impact est mineur. Mais s'il y a plusieurs facteurs de risque, ça devient beaucoup plus important pour la personne. Et donc, il est important pour nous de nous pencher là-dessus si nous voulons réellement avoir une approche axée sur le patient. Nous savons que les facteurs de risque ne vont pas disparaître, bien que nous les connaissons bien et des stratégies pour y répondre. Mais si on regarde l'hypertension, elle est continuellement à la hausse parce que la population vieillit et parce que la population augmente et ceci a un impact sur le diabète également. Le seul domaine où nous réussissons un peu, nous sommes d'ailleurs des leaders mondiaux, c'est dans la diminution du tabagisme et ceci dû aux efforts de personnes telles le Dr. Andrew Piper. Vous connaissez tous le modèle d'Ottawa pour la cessation de tabagisme et ceci a fait une grande différence. Alors, notre gros défi, c'est le fait qu'il y a de bonnes données de recherche, de bonnes données probantes, mais comment traduire cela en pratique pour pour combler ce lacune dans les connaissances que tout le monde connaît. Regardons juste les lignes directrices maintenant. Il y en a qui sortent à différents moments et normalement, elles ont des recommandations qui diffèrent. Souvent, que ce soit le fournisseur de soins de santé ou le patient même, personne ne sait exactement quelle ligne directrice suivre, quelle cible utiliser, quel objectif et quelle stratégie pour y arriver. Et également, la plupart de ces lignes directrices, si on essaye de les lire, que je suis sûre que vous avez tous fait, sont très denses. Il y a l'ancienne version des lignes directrices sur le diabète contenait plus de 200 recommandations. Alors, c'est très compliqué. Si on regarde les lignes directrices de tous ces facteurs de risque, ça n'en donnerait plus que 470 et on les met à jour à différentes fréquences. Alors, il y a toutes ces différentes lignes directrices qui contiennent différents messages. Et la question qui se pose est lesquelles sont les réellement importantes, les plus pertinentes. Alors, on a toutes ces données probantes et différents organismes ont cet intérêt passionné à tous ces dossiers. Bien sûr, l'Association du diabète s'intéresse au diabète, l'Association cardiovasculaire s'intéresse à la prise en charge du cholestérol et l'hypertension pareil. Alors, tout le monde est vraiment passionné, mais les conclusions sont différentes pour chaque groupe.
Alors, parce que les personnes ont des priorités différentes, des expertises différentes et des interprétations différentes qui portent à confusion. Bien sûr, il y a toute cette prolifération de recommandations en fin de compte. Alors, la question, y a-t-il des façons de se pencher là-dessus, sur tout cela, afin d'identifier les données les plus importantes et de harmoniser le processus de l'élaboration des lignes directrices afin d'harmoniser les recommandations. Il y en a plusieurs qui nous ont dit non, non, c'est impossible, on ne peut pas parce que chacun a son intérêt, ses propres lignes directrices, personne ne va sacrifier les siennes pour adopter celles d'un autre groupe, ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai beaucoup de foi dans les Canadiens et je n'écoute pas toujours les problèmes qu'on me soulève. Alors, j'ai dit, faisons-le pour le patient. Alors, S'échange, c'est vraiment un programme qui doit être éclairé par les données probantes. Nous voulons que les recommandations soient applicables. Souvent, il y a des recommandations qui sonnent très bien, mais n'ont aucune applicabilité. On veut qu'elles soient intégrées et centrées sur le patient afin que ce soit pour réduire les risques du patient et pas juste parce que la science semble très bien. Et il faut bien sûr que ça améliore les soins avec des résultats mesurables. Nous avons réuni 8 organismes qui ont chacun leur organisme, leur ligne directrice. On les a fait s'asseoir autour d'une table pour élaborer un processus qui sera adopté par tous en vue d'harmoniser les recommandations. Nous avons une équipe qui a trié les données probantes, qui les a catégorisées du point de vue scientifique et du point de vue de l'impact. Quel serait l'impact si on adopte cette recommandation-ci? Quel impact est-ce que ça aurait sur la santé des patients et sur le système de santé? Et quels en seraient les coûts? Ensuite, on a harmonisé cela. Par exemple, cette année, le diabète et l'hypertension seront mis à jour et ceci se fait ensemble, les groupes travaillent ensemble pour préparer ces lignes directrices dans chaque domaine d'expertise de chacun. Alors, il y aura une série de recommandations de S'échange et chaque organisme pourra ajouter les siennes pour les patients plus compliqués, ceux qui doivent se rendre jusqu'à un spécialiste. Alors, nous avons identifié les processus dans cet article. Et nous allons avancer par étapes. La première version a déjà été publiée. La deuxième version va sortir plus tard cette année. Jusqu'à date, on a pris plus de 450 recommandations qui portent tout sur un même sujet, si vous voulez, et on l'a réduit à 73 éléments d'action. Notre prochaine étape les réduira davantage à 30. 30 recommandations qui seront les plus importantes pour le diagnostic, les facteurs de risque et intervention. Juste un exemple, l'activité physique. Il y a tellement de recommandations différentes sur la quantité d'exercices qu'on devrait faire. Il y en a certains groupes en recommandent plus ou moins, et ça, c'est juste une recommandation qu'on voulait. Et en fait, tout le monde parle de 150 minutes par semaine d'activité physique. C'est à peu près 30 minutes par jour. Et ceci fonctionne pour toutes les populations, tous les groupes de maladies. Alors, c'est très faisable comme recommandation, elle est applicable et l'appliquer, bien sûr, est bien mieux que ne pas l'appliquer. Alors, nous allons élaborer toute une série de programmes qui visent l'autogestion et ces outils sont tous axés sur le patient. On appelle ça le S'échange et moi, qui est parrainé également par l'Agence de santé publique du Canada et d'autres. Ce sont des outils qui se trouvent sur le web, qui sont disponibles sur papier également et qui seront disponibles pour le téléphone intelligent également, afin qu'il y ait un message harmonisé, un message unique pour le patient et le fournisseur de soins. Ensuite, il y a S'échange et nous, qui sont des outils de soins personnalisés pour le fournisseur de soins. Et nous travaillons actuellement à un programme qui s'appellera le S'échange et ici, il s'agit d'un dossier médical électronique qui sera incorporé aux outils du fournisseur. Ça va inclure des calculatrices et des objectifs qu'il devrait viser. Voici quelques captures d'écran du programme S'échange et moi.
Il y a des recommandations pour les différentes sources et ça explique les objectifs pour chacun. Et on travaille de près avec plusieurs gouvernements provinciaux. Terry a déjà dit que les premiers ministres ont adopté ces lignes directrices, les premières lignes directrices sur la maladie chronique, par exemple. Nous envisageons non seulement appliquer ces outils, mais adopter une stratégie d'évaluation pour regarder les différentes pratiques utilisées dans différentes provinces. Nous travaillons de très près avec l'Alberta déjà, comme Tom l'a dit, avec le réseau cardiovasculaire pour la mise en application de ce programme. Et on nous a déjà demandé de regarder la possibilité de développer des processus pour d'autres maladies, parce que le principe s'appliquerait à toute une série de maladies chroniques et nous voyons des patients qui souffrent de différentes comorbidités. Alors nous pourrons l'élargir à d'autres groupes et à d'autres maladies. Merci beaucoup.